Bienvenue au cabinet d'art graphique du musée Condé au sein du château de Chantilly pour cette nouvelle exposition consacrée à une figure féminine inconnue ou méconnue de l'histoire de Chantilly et de l'histoire de France et de Monaco. Il s'agit de l'histoire de Marie-Catherine de Brignoles, princesse de Monaco, qui est devenue à la fin de sa vie princesse de Condé, une princesse qui a vécu durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui a connu une vie tout à fait romanesque, qui a été surtout une grande mécène des arts, de l'architecture, des jardins, des œuvres d'art et une personnalité tout à fait attachante que je vous propose de découvrir ensemble. Une exposition qui est le fruit d'un partenariat assez exceptionnel avec les archives du Palais Princier et le Palais Princier de Monaco, avec des prêts d'un peu partout, du musée du Louvre, du musée Carnavalet, du musée de Besançon et de la bibliothèque de Besançon, mais aussi des œuvres et des archives du musée Condé. Une exposition qui a lieu jusqu'au 4 janvier 2026. L'histoire de Marie-Catherine commence ici, au sein de la principauté de Monaco qui est évoquée dans cette première salle. Marie-Catherine de Brignoles, Brignoles-Salles, Brignoles et Salé, est une princesse génoise issue d'une puissante dynastie qui a fourni plusieurs doges à la principauté. Elle a été appelée dans l'œil du prince de Monaco, la principauté de Monaco n'est pas très loin de Gênes, et notamment du prince Honoré III, qui est un peu plus âgé qu'elle, et qui cherche compagne, d'abord qui cherche plutôt une épouse du côté de la France, de la haute noblesse française. Il cherche de plus en plus à se rapprocher de la cour à l'époque de Louis XV et puis face à quelques déconvenus, il va vraiment jeter son dévolu sur cette très jolie princesse génoise. À vrai dire, il avait davantage connu sa mère avec laquelle il avait noué une relation intime avant de s'intéresser à la fille Marie-Catherine, ici représentée dans toute cette série qui la montre comme jeune princesse de Monaco avec plusieurs tenues différentes. C'était en quelque sorte le portrait officiel qui est attribué au peintre Minx, un peintre allemand actif en Italie puis en Espagne et qui a été recueilli à Monaco et à Gênes, et c'est sans doute à Gênes qu'il a pu tirer le portrait de Marie-Catherine, et ce portrait ensuite a été finalement décuplé avec des variations. On a tantôt une tenue à la fois de carnaval, mais aussi en quelque sorte un habit exotique, presque de sultane, et puis des robes plutôt à la française ou à la versaillaise, qui sont dans toutes ces versions qui étaient destinées aux cours étrangères ou aux membres de la famille, avec ici plusieurs prêts issus de Monaco, que ce soit du Palais Princier ou du nouveau musée national de Monaco. Alors, nous présentons des documents inédits, notamment une lettre de 1755 écrite par Marie-Catherine qui propose et qui promet même à Honoré III de n'épouser personne d'autre que lui. Il a jeté, on l'a raconté, son dévolu sur cette jeune princesse génoise, richissime, dotée de 400 000 livres de dot, et des négociations très âpres vont justement se dérouler pour s'accorder sur les conditions de ce mariage, notamment les conditions financières, et en 1757, tout est prêt pour le mariage qui se déroulera en principauté, donc à Monaco. Et vous avez ici une superbe vue du Palais Princier en 1732, un Palais Princier qui a été justement réhabilité, réaménagé en vue de ces noces, des noces qui devaient prendre part dans toute la ville. Alors on connaît en détail tout ce qui s'est passé. La princesse est venue depuis la mer jusqu'au port de Monaco, et puis finalement le ponton n'était pas assez long et la mer trop houleuse, donc il fallait créer un deuxième ponton pour relier le bateau au port de Monaco, puisque le prince ne voulait pas aller au-devant de son épouse. C'était en quelque sorte une sorte de crispation protocolaire. Prince souverain, il souhaitait qu'on vienne à lui et pas le contraire. Et donc après plusieurs jours de négociations où la princesse est restée dans son bateau, ce bateau est reparti, est revenu, finalement on s'est accordé, on a construit un second ponton et les noces ont enfin pu se dérouler. On a traversé la ville. Nous présentons grâce aux archives du Palais Princier de Monaco des dessins de tous ces arcs de triomphe qui magnifiaient les rues, depuis l'embarcadère jusqu'au palais, en passant par
tout le rocher avec l'église Saint-Nicolas où se déroulaient les noces. Il y avait eu des mariages par procuration, mais il y avait une nouvelle bénédiction qui s'est déroulée avec des ornements liturgiques commandés pour l'occasion, et nous avons la chance de présenter une chasuble avec des broderies du prince et de la princesse venant aujourd'hui de la cathédrale de Monaco. Donc des liesses, c'était un événement qui montre toutes les ambitions dynastiques du prince Honoré III, et ces noces figurent parmi les plus fastueuses qu'ait connues Monaco durant son histoire. Bien là, malheureusement, ce mariage, qui est d'abord heureux, le prince et la princesse vont avoir 2 enfants, ils résident principalement à Paris et autour de la cour de Versailles, notamment dans l'hôtel de Matignon. Ce sont des princes qui gravitent autour du roi de France Louis XV, et ce jeune couple, d'abord heureux, va petit à petit entrer dans un profond conflit, des caractères qui ne s'accordent pas tout à fait. La princesse de Monaco ne veut pas se rendre à Monaco, elle estime que le climat n'est pas bon pour sa santé. Le prince, lui, est assez insultant, il est assez jaloux également. Son épouse est très très belle, d'après les contemporains. Elle fréquente le monde, elle fréquente les salons de Madame du Deffand, de Madame Geoffrin, et très vite des jalousies pointent. Les 2 époux sont de caractères tellement différents, ont des aspirations tellement différentes qu'ils vont petit à petit s'éloigner, et ils vont tellement s'éloigner qu'un événement inédit va survenir. Un 3e personnage entre dans la partie, c'est le prince de Condé, Louis-Joseph, un grand prince, maître de Chantilly, qui est un éminent militaire, un grand mécène, prince du sang, proche évidemment du roi, et qui est un jeune veuf et qui va remarquer la princesse de Monaco à la cour. Il fait sa connaissance autour de 1761, peu de temps après le mariage du prince et de la princesse, et une véritable amitié qui va se transformer en amour va survenir. Évidemment, le prince de Monaco va la prendre, et tout cela va accentuer sa jalousie et les mauvais traitements qu'il inflige à son épouse. D'ailleurs, ici même, en 1767, au château de Chantilly, le prince et la princesse de Monaco sont reçus avec beaucoup d'autres invités par le prince de Condé, et le prince de Monaco est tellement jaloux qu'il va menacer son épouse, la princesse, de la jeter dans les douves de Chantilly. Il va la réveiller en pleine nuit à 1 h du matin et la menacer tout cela. Alors comment sait-on toutes ces histoires, ces anecdotes? Eh bien on le sait grâce à un événement assez inédit qui va survenir en 1770. C'est la demande que va formuler la princesse de Monaco auprès du Parlement de Paris de se séparer de corps et de biens avec son époux, le prince de Monaco. La princesse était à bout des mauvais traitements, des mauvaises paroles, des insultes, et poussée par son amant, le prince de Condé, elle va donc porter cette affaire devant le Parlement de Paris pour se séparer de son époux. On connaît tous les documents, avec ici présentés les plaintes qui sont formulées par la princesse, narrant justement différents épisodes de mésentente et de mauvais traitements avec son époux. Et puis surtout, tout leur entourage, les domestiques, les proches vont témoigner contre le prince de Monaco devant le Parlement de Paris, un Parlement de Paris qui est tout acquis à la cause du prince de Condé, qui défend les prérogatives du Parlement face au roi, et donc assez naturellement ce Parlement de Paris va le 31 décembre 1770 se prononcer en faveur de la princesse de Monaco. Elle va pouvoir se séparer de corps et de biens, récupérer ses biens, donc récupérer notamment sa dot, garder le titre de princesse de Monaco, alors que le prince de Monaco avait évidemment fait jouer ses relations, demandé au roi d'éloigner la princesse de France, et malheureusement pour lui a perdu face à la princesse de Monaco et au prince de Condé, et cette princesse de Monaco va pouvoir gagner toute son indépendance. La princesse de Monaco gagne son indépendance, une indépendance financière. Évidemment, à Monaco, on veut lui enlever tous ses titres, tous ses honneurs, mais qu'à cela ne tienne, elle va pouvoir vivre sa vie, vivre de ses passions, et notamment assez librement et ouvertement vivre son amour pour le prince de Condé. Alors évidemment, elle sera ici à Chantilly de toutes les fêtes, ça sera en quelque sorte la maîtresse de maison sans le titre, et surtout elle va
choisir à Paris un nouvel hôtel. Elle a quitté l'hôtel de Matignon et elle va faire ériger, non loin de l'hôtel de son amant, le prince de Condé, qui résidait au Palais Bourbon à Paris, et bien juste à côté, en 1772, elle va acheter des terrains et va faire élever un palais, un hôtel qu'on appelle l'hôtel de Monaco et qui est aujourd'hui l'ambassade de Pologne, une ambassade qui a été largement remaniée. Donc c'est principalement des plans qui illustrent l'ambition de ce chantier. Alors ce chantier est ambitieux, il a été confié à l'architecte Brognard. C'est une sorte de casino italien qui s'inscrit dans la grande tradition française des hôtels entre cours et jardins, mais avec l'architecture moderne, néoclassique, justement prônée par Brognard, et on a la chance que le musée Carnavalet nous ait prêté tous ces dessins, notamment d'intérieur ou de la façade de cet hôtel, où on voit sur 2 niveaux cette pureté des lignes néoclassiques, cette influence italienne, notamment de l'architecture de Palladio, ce premier rang de bossage, ces colonnes d'ordre toscan, et puis cette terrasse aussi qui forme comme un bijou d'architecture très lisible, alors qu'à l'intérieur, on est plutôt dans quelque chose de très raffiné, très précieux, presque féminin, et on voit que Brognard ici livre parmi ses plus beaux chefs-d'œuvre en termes d'architecture intérieure. Vous avez ces doubles pilastres ou doubles colonnes, que ce soit dans le salon, la salle à manger ou la chambre. Vous avez des décors sculptés en plâtre sur les écoinçons ou des véritables sculptures. Et puis vous avez aussi le mobilier qu'aimait la princesse de Monaco, dessiné par Brognard. On ne sait pas s'il a été livré. C'est des sofas, des sièges qui ressemblent un peu à ceux de Delannoy, avec ces dossiers en médaillon, cette sculpture très affirmée. Et puis dans la chambre de la princesse, on voit le lit à la turque, tout à fait à la mode à l'époque. On voit aussi ces jeux de miroirs, on avait une folie aussi en termes de richesse textile, des damas, de soie, des lampas, quelque chose d'assez formidable qui a marqué les contemporains et qui place la princesse dans son indépendance. Certes, elle est la maîtresse du prince de Condé, mais c'est surtout une femme éclairée, collectionneuse, qui n'a pas tout à fait sa place à Versailles. Et dans cette salle, on montre justement, venant des archives départementales de l'Oise à Beauvais, une lettre de Marie-Antoinette qui refuse de voir la princesse de Monaco, qui ajourne sa visite parce qu'elle avait beaucoup de réticence à fréquenter une princesse séparée de son époux. Donc la princesse est un peu éloignée de la cour de Versailles, mais que ça soit dans son hôtel à Paris ou à Chantilly, elle règne. Il y a un domaine qui réunit notamment le prince de Condé et la princesse de Monaco, c'est l'amour des jardins. On est dans une période ici, dans les années 1770-1780, à la veille de la Révolution française, d'une nouvelle mode et d'un nouvel intérêt pour les jardins. Non plus les jardins classiques à la française, mais ces jardins qu'on va appeler anglo-chinois, inspirés évidemment de l'Asie via des témoignages notamment des missionnaires jésuites, mais surtout inspirés de ces nouveaux jardins anglais qui ont l'air naturels mais qui sont en effet tout à fait artificiels, qui semblent laisser prospérer la nature, une nature domptée, alors qu'ils sont le fruit d'architectes de jardin et de princes éclairés. La princesse de Monaco et le prince de Condé mettent en place ces jardins d'abord ici à Chantilly dans les années 1770. C'est le fameux jardin anglo-chinois qui existe toujours, qui a été créé à partir de 1772, notamment par l'architecte Jean-François Leroy avec le prince de Condé, avec tous ces méandres et ces fabriques qui étaient couronnées par ce fameux hameau des princes de Condé que vous pouvez toujours découvrir à Chantilly, érigé en 1775 et qui va notamment inspirer le hameau de Versailles, imaginé pour Marie-Antoinette. Au sein de ces jardins à Chantilly, qui étaient des lieux de fête, de réjouissance, de chasse, eh bien, vous aviez des fabriques comme des kiosques chinois. Ici, vous avez sur l'album du Comte du Nord, qui est un album commémoratif de tous ces travaux que le prince de Condé a commandés au XVIIIe siècle, ou sur ce petit tableau, eh bien, vous avez ce kiosque chinois qui a l'air justement très asiatique à l'extérieur, donc érigé
pour le prince, mais à l'intérieur, vous aviez des véritables salons avec des tentures, avec des sofas. C'était tous ces intérieurs très cossus, très précieux du XVIIIe siècle qu'on découvrait par surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ce qui s'est passé à Chantilly, la princesse de Monaco s'en est inspirée et a continué ce travail conjoint avec son amant dans un second château, ici dans l'Oise, pas très loin de Chantilly, pas très loin à vrai dire de Crépy-en-Valois et de Villers-Cotterêts, c'est le château de B-E-T-Z, qui a été la résidence aux champs de la princesse de Monaco. Elle l'a acheté, ce château, vers 1780-1781 et a commandé de grands jardins pour accompagner un château qui avait été déjà modernisé, notamment à un architecte, dessinateur, peintre, architecte de jardin qui est Hubert Robert, on va y revenir. Et là, un peu en miroir de ce qu'elle avait imaginé avec le prince de Condé à Chantilly, eh bien, elle a laissé cours finalement à toute son imagination. Elle a commandé d'autres fabriques, un peu à l'image de ce qui était ici à Chantilly. Et juste à côté, vous avez justement le kiosque chinois du château de B. Vous aviez un temple du repos, une colonne de Tancrède, et puis beaucoup de fabriques liées à l'amour et l'amitié, qui étaient vraiment le reflet de cette histoire très forte qu'elle nourrissait avec le prince de Condé. Justement à Chantilly, il y avait l'île d'Amour et vous avez ici plusieurs plans de cette île qui aujourd'hui existe encore mais complètement remaniée, remodelée par le duc d'Aumale au XIXe siècle et qui lui-même en avait hérité du dernier prince de Condé qu'il avait restauré après la Révolution. Et bien là vous avez les plans de cette grande île d'Amour avec des treillages, avec justement des lieux où on pouvait écouter de la musique, se délasser, se rafraîchir, avec des sculptures, là aussi comme des petits appartements princiers au milieu de l'eau, au milieu de la nature. Et ce genre de fabriques vont inspirer la princesse de Monaco au château de B, qui va être aidée de son amant, le prince de Condé, et puis de ce peintre et architecte de jardin qui est Hubert Robert. Le grand Hubert Robert va travailler pour la princesse de Monaco au sein des jardins du château de B, donc mis en place entre 1781 et 1788, aidé de sculpteurs, d'autres architectes comme Lecourt qui travaillait également à Chantilly. Et on a une véritable porosité entre les chantiers de Chantilly et les chantiers de la princesse de Monaco, avec toujours cette histoire d'amour qui est aussi une histoire de grands mécènes de part et d'autre de ces domaines. Alors Hubert Robert va imaginer pour la princesse de Monaco quelque chose d'assez novateur, je dirais, avec un jardin à fabriques. On a parlé de ces fabriques qui parlent d'amour, de ces fabriques qui parlent aussi d'exotisme, comme ces kiosques chinois. Et il y avait aussi quelque chose de plus inattendu, je dirais, des fabriques néo-gothiques, donc qui rappelaient une histoire qui était plutôt fictive, je dirais. L'histoire d'un chevalier du XIIIe siècle, Thibaut de Nanteuil, qui était parti en croisade et mort à cette occasion-là, et qui était pleuré par une dame locale, Adèle de Crépy. Et vous l'imaginez bien, hein, cette histoire médiévale d'un chevalier mort au combat, pleuré par sa dame, par sa compagne, qui est une histoire de solitude, d'amour, de délaissement. Et bien en quelque sorte, c'est un peu l'histoire en miroir aussi du prince de Condé et la princesse de Monaco, une histoire d'amour, de délaissement, de chagrin lorsqu'ils ne sont pas réunis. Et donc cette histoire était matérialisée au sein du jardin par des fabriques néo-gothiques imaginées par Hubert Robert. Hubert Robert s'intéressait au Moyen-Âge, c'est assez moins connu que son intérêt pour l'Antiquité romaine. Vous savez que Hubert Robert a longtemps travaillé en Italie, à Rome, il s'est beaucoup intéressé aux monuments antiques, aux ruines antiques, à Rome et au Latium. Et bien aussi, parallèlement, dans une recherche de pittoresque, il a regardé ce qui se passait notamment à Paris avec tous ce qu'on voit ici sur ces sanguines, ces bâtiments médiévaux qui étaient en train de s'effondrer, qui brûlaient. C'est le cas en 1776 au Palais de la Cité à Paris. Vous avez aussi les ruines ou les vestiges médiévaux qui étaient ici dans l'Oise, pas très loin de Chantilly, notamment à l'abbaye de Chaly, dont l'abbé commandataire était un oncle du prince de Condé. Et justement, on voit que Hubert Robert a tracé les ruines médiévales des chapelles ou des vestiges médiévaux, toujours avec un souci du pittoresque. On a des scènes paysannes, on va puiser de l'eau à la fontaine,
on a des petites masures, etc. Donc c'est plutôt non pas l'histoire médiévale, non pas l'architecture médiévale, mais le pittoresque médiéval qui intéressait Hubert Robert et le goût de la ruine, pas seulement la ruine antique, mais aussi la ruine médiévale. Et justement, à B, dans les jardins de B, il va imaginer une fausse ruine médiévale pour raconter cette histoire de ce chevalier mort qui est pleuré par sa compagne et raconter toute une histoire à destination des visiteurs des jardins de B. En fait, Marie-Catherine a imaginé un château et des jardins qui étaient disponibles à la visite avec un guide écrit qui accompagnait la création de ce jardin et notamment une forteresse faussement en ruine, dont on a ici un projet dessiné par Hubert Robert, et d'ailleurs ce dessin qui a été donné au musée Condé il y a quelques années a été en quelque sorte l'un des initiateurs de ce projet d'exposition, parce que sur le Châtelet ruiné on voit les armoiries de la princesse de Monaco, et en fait on avait toute une tour médiévale avec un pont-levis et un pont suspendu très effrayant qui devait divertir les visiteurs de B et raconter cette histoire pittoresque dans cette fin du XVIIIe siècle qui commençait à s'intéresser aux histoires médiévales. Tout cela venait d'Angleterre et petit à petit intéressait l'élite de l'époque. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que autour de ces ruines, il y avait un ermitage avec un ermite, mais qui était un faux ermite, un certain Alexis Herbin, qui suivait un règlement édicté et rédigé sous la conduite de la princesse de Monaco, qu'on présente ici, venant des archives de Beauvais. Et on voit justement que la princesse de Monaco donc, le recrute, lui fournit des faux habits d'ermite, et il devait faire semblant de prier, d'entretenir aussi son ermitage, d'être un vieil ermite. Et il n'était pas là pour prier, mais il était là surtout pour faire pittoresque et puis pour servir de guide aux visiteurs de B. Et il s'est tellement plu dans cet ermitage que, au-delà de la Révolution, lorsque la princesse de Monaco a fui la France, eh bien, il est resté dans son ermitage, il a observé ce règlement jusqu'en 1811, date de sa mort. Alors cette princesse de Monaco était très éclairée, vous l'avez compris, à l'affût des dernières modes. Elle ne pouvait pas être à Versailles, donc elle voulait finalement que B soit sa vitrine avec l'hôtel de Monaco à Paris, et les visiteurs, qu'elle attendait nombreux, devaient y voir là l'étendue de ses attraits, ses intérêts. Et c'était une princesse des Lumières, d'ailleurs c'est l'un des sous-titres de l'exposition, une princesse des Lumières en quête de liberté. Et nous avons la chance d'avoir pu retrouver aux archives municipales de Crépy en Valois des livres issus de sa bibliothèque. On lui compte 1158 ouvrages dans sa bibliothèque avec les philosophes de l'époque. C'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est du théâtre, c'est des romans aussi médiévaux. On voit ici l'ambition de cette princesse qui se veut être éclairée et qui est aidée en cela par le prince de Condé qui trouvait que B était un paradis et lui-même voulait, on le voit dans les lettres d'amour qu'il échange avec la princesse, bien souvent il voulait changer ses habits de général contre les habits d'un bourgeois de B. Parmi les artistes que se partagent le prince de Condé et la princesse de Monaco figure un sculpteur, le sculpteur Claude Dejoux, qui est originaire du Jura, qui va travailler avec Guillaume de Coustou et puis surtout va travailler avec le grand sculpteur Pajou à l'Opéra Royal de Versailles avant d'entrer à l'Académie et de trouver sa propre clientèle. Il va travailler au Palais Bourbon à Paris pour le prince de Condé et puis va travailler à B pour la princesse de Monaco pour certaines sculptures. Et c'est lui qui va livrer ici cette terre cuite qui est sans doute préparatoire à un buste en marbre perdu daté de 1785. Alors cette terre cuite qui est assez sublime, qui est prêtée généreusement par le musée du Louvre, montre toute l'ambition et la stature de cette princesse. Vous avez cette mode incroyable, cette coiffure très élégamment tracée et dessinée, avec cette natte sur le côté qui fait penser justement au buste de Madame du Barry, qui était l'un des grands modèles aussi de la princesse de Monaco. Et puis ce détachement aristocratique et cette grande mélancolie aussi qui se détache de ce portrait, qui peut aussi renvoyer au destin
et à la trajectoire, parfois tragique, de la princesse. On a un traitement virtuose, je vous parlais de la chevelure, le modelé du visage extrêmement doux, qui fait penser d'ailleurs à Pajou, mais par contre ce qui fait penser à un autre sculpteur, c'est Houdon, c'est le traitement des pupilles très creusées, un véritable chef-d'œuvre qui montre là aussi ce qu'a souhaité la princesse de Monaco, c'est quelques effigies, finalement assez peu, comparativement à d'autres princesses de l'époque, mais une grande modernité dans ses choix et des artistes dont De Joux qu'elle va partager avec le prince de Condé. Derrière moi, nous avons la chance de présenter une œuvre inédite, n'était pas connue jusqu'ici, de Claude De Joux, qui est datée de 1784 en marbre et qui est un portrait présumé de la princesse de Monaco. Ce n'est pas certain qu'il s'agit du même modèle puisque quand on compare les deux bustes, on voit beaucoup de différences, je dois dire, dans le visage et dans la présentation générale, mais néanmoins on voit l'importance pour la famille de Monaco de ce sculpteur qui doit être placé finalement au rang des meilleurs sculpteurs ici à la veille de la Révolution. Dans les jardins de Baie était localisée, a été aménagée une autre fabrique qui était le temple de l'amitié, imaginé par la princesse de Monaco avec l'aide de savants de l'époque, notamment l'abbé Barthélemy ou le jésuite Cerutti, qui se sont intéressés à l'architecture antique et même au mobilier antique qui devait être en quelque sorte restitué pour la princesse. Et au centre, à l'intérieur, comme le montrent quelques photographies et gravures derrière moi, à l'intérieur de ce temple de l'amitié figurait une sculpture copiée d'après cet original de Pigalle que très exceptionnellement le musée du Louvre a prêté au musée Condé, qui est un chef-d'œuvre de la sculpture du XVIIIe siècle. Alors, que représente ce groupe? La copie du château de Baie est aujourd'hui à Baltimore et l'original est ici. Ce groupe représente l'amour embrassant l'amitié. C'est une sculpture très célèbre, commandée et reçue en 1758 par la marquise de Pompadour, la favorite du roi Louis XV, auprès du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, donc une grande sculpture rocaille qui devait prendre place dans le château de Bellevue. Finalement, il a été placé au sein du palais de l'Élysée qui appartenait à la marquise de Pompadour, vendu à la mort de la marquise et racheté par Pigalle qui lui-même l'a revendu au prince de Condé, Louis-Joseph, le fameux amant de la princesse de Monaco, qui a placé cette sculpture dans son jardin du palais Bourbon, un jardin réaménagé justement autour de ces thèmes de l'amour qu'il portait pour la princesse de Monaco. Et donc on y voit là à la fois le miroir de l'amour et de l'amitié que portait le prince pour la princesse de Monaco, en miroir de l'amour et de l'amitié que portait la marquise de Pompadour pour Louis XV. C'est un monument, je dirais, de la sculpture du XVIIIe siècle français, avec ce petit amour qui a lâché son carquois et ses flèches pour embrasser l'amitié et pour montrer que ce qui est constant, c'est pas l'amour, c'est l'amitié, c'est la tendresse, et c'est justement l'une des grandes maximes, je dirais, de la relation entre le prince de Condé et la princesse de Monaco. La copie a été réalisée par Claude De Joux, le fameux portraitiste de la princesse de Monaco. Elle est aujourd'hui à Baltimore, mais l'original qui était placé à l'extérieur, d'où ici quelques défauts de conservation qu'on peut représenter, montre que la sculpture était un grand art au XVIIIe siècle et que le prince de Condé et la princesse de Monaco étaient d'éminents amateurs de sculpture. Le temps de la douceur de vivre va s'achever en 1789. À vrai dire, le 17 juillet 1789, partent de Chantilly le prince de Condé, sa maîtresse, la princesse de Monaco, toute la famille. Ils vont émigrer à Valenciennes, puis à Bruxelles, avant de finir à Turin. Ils quittent la France, laissant presque tout derrière eux. Le château de Chantilly, le château de Baie,
l'hôtel de Monaco ou le Palais Bourbon à Paris et vont pendant des années et des années traverser les routes, traverser l'Europe dans cette période de la contre-révolution que va mener le prince de Condé. Donc ils vont rester quelque temps à Turin, puis ce sera en Allemagne où le prince de Condé va être le chef dans ce qu'on appelle l'armée de Condé. Depuis Worms, il va être le chef d'état-major de cette armée qui va se battre contre les troupes révolutionnaires. Il y aura des caricatures d'ailleurs qu'on présente ici qui vont le montrer comme chef d'une armée de soldats en plomb, de jouets. Et puis la vieille princesse de Monaco est représentée sans complaisance alors que toutes les archives que nous conservons d'ailleurs ici aux archives du musée Condé montrent qu'elle a sacrifié ses bijoux, ses diamants, elle a suivi les troupes, elle a encouragé justement la ferveur autour du prince de Condé. Elle était sur les routes sans confort, allant d'auberge en auberge. Elle a ensuite trouvé quelques refuges en Suisse et puis beaucoup plus lointainement en Allemagne. Des combats qui vont se dérouler d'ailleurs entre l'armée de contre-révolution, l'armée de Condé et les troupes révolutionnaires. Tout cela ne va pas aboutir à grand-chose, si ce n'est à l'assassinat sur ordre de Bonaparte du duc d'Enghien, l'héritier du prince de Condé. Et puis en 1797, alors que on voit que la situation ne va pas changer, que la révolution a gagné en quelque sorte, eh bien le prince de Condé part avec la princesse de Monaco jusqu'en Russie, accueilli par le tsar Paul Ier qui, avant la Révolution, avait été l'hôte du prince de Condé ici à Chantilly. Ils partent avec 4500 hommes, les derniers bastions, je dirais, régiments de l'armée de Condé. Ils vont se réfugier à Saint-Pétersbourg, puis en Pologne. La princesse de Monaco va même réclamer au tsar un domaine parce qu'elle n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Elle va recevoir un domaine en actuelle Biélorussie, un domaine dont elle ne verra pas beaucoup les fruits d'ailleurs parce qu'ils vont quitter la Russie puis quitter la Pologne pour l'Angleterre et pendant des années elle va se battre pour récupérer les revenus de ce domaine biélorusse et va finir par persuader Alexandre Ier, le successeur de Paul Ier de Russie, de lui donner ses revenus. Donc une femme de tête, vous voyez, qui est prête à tout en quelque sorte pour soutenir la cause de son cher prince de Condé. Au début, tout début du 19e siècle, en 1801, le prince de Condé prend sa retraite. C'est Chateaubriand qui parle du vieux Condé en cheveux blancs, qui va, les yeux embués de larmes, laisser ses derniers compagnons d'armes derrière lui et il va trouver refuge avec la princesse de Monaco en Angleterre. Vient alors l'heure de la retraite, ils vont s'installer dans le grand château de Wanstead House, qui est un grand château du XVIIIe siècle, qui est bien trop grand pour eux. D'ailleurs, ils n'ont pas assez de revenus. Les quelques revenus fournis par la monarchie britannique ne suffisent pas. Et là, ils vont s'adonner au jardinage. Ils vont retrouver l'émigration nobiliaire française, notamment le roi Louis XVIII et son épouse, son frère, le futur Charles X et son épouse, les princes, et vont attendre leur heure, je dirais, et couler des jours heureux en émigration. Ces jours heureux vont être couronnés par un événement assez touchant, je dirais, qui a lieu en 1808. La princesse de Monaco a 70 ans, le prince de Condé a 72 ans, et enfin, alors qu'Honoré III est décédé depuis 1795, eh bien la princesse de Monaco peut se remarier. Et on a la chance de présenter ici le contrat du deuxième mariage de la princesse de Monaco, ce mariage d'amour qui couronne une cinquantaine d'années de relations, je dirais, avec le prince de Condé. On est en 1808 et on voit ce contrat de mariage, un mariage qui n'a pas été célébré en grande pompe, qui est dans l'intimité de Wanstead House. Et ce qui est assez touchant, c'est qu'on voit toutes les signatures de cette cour en émigration. Évidemment, le prince de Condé et la princesse de Monaco, mais vous avez Louis XVIII, son épouse, le fils de Charles X, son épouse, les princes, le duc de Berry, le duc d'Angoulême. On a autour de ce vieux couple d'amants qui enfin devient un couple d'époux, cette société qui va revenir en France après 1814 et 1815 à la chute de l'Empire et de Napoléon Ier. Bien malheureusement, le prince de Condé qui reviendra à Chantilly, il reviendra seul parce qu'en 1813, la princesse de Monaco meurt à Wimbledon et le prince de Condé va revenir ici pendant un temps assez bref malheureusement. Il va retrouver Chantilly, repenser à ses vieux souvenirs, à ce temps
avant la Révolution qu'il a passé ici, notamment dans les jardins. Il va commencer avec son fils à restaurer un jardin qui sera un jardin anglais et notamment cette fameuse île d'Amour qui est sans doute l'île d'Amour qu'il a dédiée à la princesse qui malheureusement n'est jamais revenue en France. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'une exposition d'amour, d'amitié et d'art, une vie romanesque, chahutée entre la douceur de vivre du XVIIIe siècle, avec des épreuves personnelles et puis les affres de la Révolution et de l'Empire que va traverser cette princesse de Monaco devenue tardivement princesse de Condé, une exposition attachante et inédite avec beaucoup de recherches scientifiques, notamment dans les archives qui ont été menées au préalable de cet événement et un événement qui a été créé avec la complicité des archives du palais princier de Monaco sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le prince Albert II que nous remercions pour son soutien bienveillant avec le concours évidemment d'historiens, de prêteurs, on en a parlé, mais aussi de mécènes que je souhaite remercier, les Friends of the Domaine de Chantilly, la maison Arcurial et puis la fondation Louis Le Masson et François Masson hébergée par l'Académie des Beaux-Arts. Donc je vous invite à venir découvrir cette princesse, sa destinée et le fruit de ce mécénat conjoint avec le prince de Condé ici au cabinet graphique du musée Condé au sein du château de Chantilly jusqu'au 4 janvier.